Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Dans ce numéro, nous allons vous parler de métiers, plus exactement de métiers surprenants, de choix de carrière qui détonnent avec parfois même des reconversions. Vous allez le voir, aucun métier n'est strictement réservé aux femmes ou aux hommes et aucun chemin professionnel n'est gravé dans le marbre. Au sommaire ce soir, portrait d'un homme sage-femme et d'une femme sapeur-pompier. Ils brisent les idées reçues, ils partagent la même mission, protéger et sauver des vies. Nous allons vous plonger au cœur de leur quotidien surprenant où la seule chose qui compte vraiment, ce n'est pas le genre, mais l'engagement. Puis dans notre second reportage, nous vous raconterons l'histoire d'un ex-cadre de banque reconverti en pisciculteur. Amoakon Eponon a fait du tilapia son nouveau combat. Il est en première ligne pour booster la production nationale. Si je vous dis mécanicien, pilote d'avion, plombier ou encore chef de chantier, vous penserez très probablement à des hommes pour occuper ces métiers. Et si je vous dis infirmière, esthéticienne ou encore caissière, vous imaginez sans doute des femmes à ces postes. Ce soir, nous allons briser les idées reçues. Vous allez découvrir la vie passionnante d'un homme sage-femme et d'une femme sapeur-pompier. Des métiers pas comme les autres. C'est un reportage de Ornella-Gbalé, Ghislaine Mendonça, Jeanne Hutin et Jean-Louis Mendonça. Ce matin, à l'hôpital mère-enfant de Bingerville, la vie commence ici. D'accord, on respire, quand ça fait pas mal, on respire. Magnifique. Quelques minutes d'effort et le bébé est là. Après chaque accouchement, les sages-femmes prennent le relais pour les premiers soins du bébé. Mais aujourd'hui, une image inhabituelle. Aux côtés de ce médecin, c'est un homme sage-femme qui accueille le nouveau-né. Je peux avoir une compresse, s'il vous plaît, là. Vous avez bien entendu, un homme sage-femme, autrement dit, un maïeuticien. Son nom, c'est Ignace Cablan. 3845 grammes. En Côte d'Ivoire, certains métiers ne tiennent plus compte du genre. Dans ce reportage, on vous accompagne dans le quotidien d'un homme sage-femme, mais aussi d'une femme sapeur-pompier qui brave le feu avec courage. Deux univers, deux passions, une même vision, protéger et sauver des vies. C'est bon. Ce jour-là, Ignace est avec une nouvelle patiente sur le point d'accoucher. Alors, il procède à un examen complet. Je suis avec madame. Médéji. Ok. C'est laquelle grossesse, s'il vous plaît? La 7e grossesse. La 7e grossesse. Wow. Mesurer la hauteur utérine, surveiller la tension et également écouter le cœur du bébé. Chaque 10 minutes, on peut avoir une ou deux contractions moins intenses. Mais au niveau des bruits du cœur de l'enfant, c'est bon, ça va. C'est situé dans la normale entre 120 et 160, c'est bon. Des gestes précis, répétés des dizaines de fois par jour, toujours avec la même attention. Toutes les grossesses ne sont pas les mêmes et je fais très attention pendant la surveillance et je mets plus de rigueur. Voilà. Est-ce qu'elle va accoucher aujourd'hui, demain? Avec les contractions qu'elle a, c'est possible qu'elle accouche aujourd'hui. Pour cette maman qui a déjà accouché à 6 reprises, être accompagnée par un homme sage-femme, c'est une expérience différente, mais rassurante. Ils sont accueillants tout par rapport aux FAF. Quand je suis avec un maïeuticien, je ne me sens pas seule. Il m'explique, il me rassure. Entre vigilance et bienveillance, Ignace reviendra toutes les quelques minutes pour s'assurer que tout se passe bien. Et le bébé va s'appeler comment? Lumière. Lumière, comme la lumière du jour. Ok, ça va aller, ne vous inquiétez pas. À tout à l'heure. Sur l'ensemble des sages-femmes de l'hôpital, Ignace est le seul homme de l'équipe. Ta patiente,
Elle collabore bien avec toi. Oui, ça va. La communication passe bien. Depuis ses débuts, il y a 2 ans, il partage le quotidien de ses collègues femmes sans complexe. Ce qui m'impressionne chez lui, c'est sa compétence, son professionnalisme surtout. Il arrive quand même à s'adapter à tout, que ce soit avec l'équipe dans laquelle il travaille, que ce soit avec les patientes. On ne se sent pas gêné du tout d'échanger avec lui. Pour lui, cette collaboration enrichit son savoir-faire. C'est intéressant de travailler avec les femmes. Elles m'apportent parfois des connaissances, vu que je suis encore nouveau dans le domaine. Elles sont plus expérimentées. Ici, pas de distinction de genre, juste une volonté commune, accompagner la naissance, veiller sur les mères, accueillir les enfants. Après ce court moment avec ses collègues, Ignace reprend sa veille. Madame Medeji est maintenant en salle d'accouchement. Nous n'avons pas été autorisés à filmer l'accouchement, mais soudain, un cri qui dit tout. Quel sexe? Sexe féminin. Ben après, lève-moi au cordon. Le bébé de Madame Medeji est enfin là. Une petite fille en pleine forme. Qui est la plus belle? C'est bon, c'est bon. C'est bon, bébé. Dans un milieu essentiellement féminin, Ignace reste une exception. Ses collègues sages-femmes n'hésitent pas à le guider et à lui montrer leur manière de faire. Comme ça. Si son profil détonne, il assume fièrement sa vocation. J'ai décidé d'être maïeuticien suite à une émission qui parlait du taux élevé des mortalités maternelles et infantiles. Et c'est là que m'est venue l'idée de vraiment contribuer à la réduction de ce taux. C'est en 2019, pendant que j'étais encore à l'université, et on a lancé le concours de l'INFAS, c'est-à-dire l'Institut national d'agents de santé. Mais j'ai trouvé que c'était la première fois qu'on lançait la filière maïeuticien. Et donc là, j'ai fait des recherches sur la filière maïeuticien qui parlait un peu du même rôle que la sage-femme. J'ai dit, mais voilà, ça c'est une belle opportunité pour apporter ma petite contribution. Après 3 ans de formation, il devient l'un des premiers maïeuticiens diplômés de Côte d'Ivoire. En 2022, dans sa promotion, il n'était que 50 hommes sur plus de 1000 sages-femmes. Il y a eu des difficultés par moment, vu que c'est encore nouveau en Côte d'Ivoire, la filière de la profession de maïeuticien. Et pour le moment, avec la religion, il y a certaines femmes qui refusaient, mais avec la communication, ça passe. Ça passe, elles arrivent à accepter pour qu'on puisse faire une meilleure prise en charge. Même si les mentalités changent, certains blocages subsistent. Ignace, lui, reste centré sur l'essentiel, être au service de la naissance. La petite lumière. Quelques instants plus tard, il remet le nouveau-né à sa maman. Un geste simple, mais chargé de sens. Toc toc. Bonjour mesdames. Ça va? Alors, vous prenez lumière dans votre bras enfin, dans vos mains. Comment vous vous sentez? Je suis toute heureuse. Tiens. 3 jours de souffrance, je vois ça. Ça va. Félicitations. Merci. Ça a été long? Et puis merci à vous aussi. Non, je vous en prie. À travers son engagement, Ignace poursuit son combat, faire baisser le taux de mortalité maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. Un taux qui reste élevé par rapport à la moyenne mondiale. Le pays comptait 385 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2021. Dans cette Côte d'Ivoire, où les métiers se réinventent, les femmes aussi prennent leur place là où on ne les attendait pas. Direction Yopougon, au cœur de la caserne des sapeurs-pompiers. C'est une femme qui commande l'équipe du jour, le sous-lieutenant Ami Traoré. Aujourd'hui, 90% sont des hommes et ils sont sous ses ordres. Compagnie, à mon commandement. Repos. Garde à vous. Tout à l'heure, on va aller pour la vérification matérielle. Ensuite, le sport.
de 8h30. Moi-même qui suis aujourd'hui moniteur sport. Donc préparez-vous. Autorité, rigueur, des qualités essentielles pour s'imposer dans un milieu d'hommes. On va travailler. Chef Bal, SD1, Niagra Tito. Téléphoniste, SD2 Yeo Sibirina. Conducteur, adjudant Diane Ibrahim, lui il va déjà pour remplacer. L'ensemble, à vous. Repos. Après l'appel, première étape de la journée, inspection des ambulances, des fourgons et du matériel. Quelle est cette tenue ici comme ça? C'est bon? Il n'y a rien qui manque. Hein? Et les paquets de gants, vous en avez assez? Ok, donc ravitaillez, hein, les gars. Les vérifications terminées, place à un autre défi, le sport. 2, 3, Étirement, 4. course, Yaolele, yabaye pro, yaolele. exercice de planche et de corde. Ici, c'est elle qui donne le rythme. Pour les sapeurs-pompiers, ces séances ne sont pas de simples routines, mais des entraînements. Ces séances matinales me permettent d'être toujours en bonne santé, d'améliorer ma condition physique. Mais au-delà de l'endurance, ça forge aussi mon mental, ma discipline, afin qu'au cours des interventions, je puisse être bien résistante. Parce que souvent nos interventions sont de longue durée. Dans ce métier historiquement masculin, elle ne revendique pas sa place, elle l'impose, tout simplement. Bon, ici, ce n'est pas une question d'homme ou de femme, comme moi je le dis personnellement. Ma place, je la trouve ici, en me donnant la même rigueur comme les autres, tout simplement. Est-ce que vous sentez parfois que vous devez en faire plus pour prouver que vous êtes à la hauteur que les hommes? En tant que femme, on a toujours cette pression de vouloir montrer qu'on est aussi capable, comme eux, de mener à bien certaines missions. Donc il y a cette pression qui est derrière. Mais au final, cette pression-là, je la transforme en motivation surtout. Voilà, pour leur montrer que nous aussi, en tant que femmes, on est capables de faire la même chose qu'eux. À seulement 29 ans, elle est l'une des 2 seules femmes officiers au sein du groupement des sapeurs-pompiers militaires en Côte d'Ivoire, dans une institution qui compte 1435 soldats au total. Le sport terminé, elle regagne sa chambre. Dans quelques minutes, elle formera ses équipes à une simulation d'incendie. L'exercice qu'on va faire aujourd'hui, c'est l'un de nos exercices phares. En tant que sapeur-pompier, il faudrait forcément passer par cet obstacle, disons, qui est la maison de feu, pour pouvoir affronter notre peur. Le sous-lieutenant Ami Traoré connaît cet exercice par cœur. Elle l'a exécuté, transmis, répété. Chaque matin, elle le dispense avec rigueur et autorité. L'air composé de quoi? Hein? L'air composé de quoi? 21% d'oxygène, c'est ça non? 21% d'oxygène, 78% d'azote et 1% de gaz rare. Après la théorie, place à la pratique. Progression en milieu enfumé, sécurisation des lieux, coordination d'équipe. Elle supervise chaque geste et chaque posture. Donc on progresse le long du mur. Le long du mur. Non, attendez. On ne laisse pas du mot en temps. Mais dans cette caserne, il n'y a pas de répit. À peine la formation bouclée, une alerte retentit. Cette fois, ce n'est plus un scénario, c'est une urgence réelle. Et pour le sous-lieutenant, c'est sa toute première intervention en tant que chef d'équipe. Là, on va pour un feu de magasin à Téboubé, cité Fermont, hôtel Nouvelle-Gare. Direction le lieu de l'incendie. À moins de 30 minutes d'ici. Une fois sur les lieux, sous sa supervision, l'équipe s'organise. Les habitants sont éloignés.
S'il vous plaît, allez plus loin, reculez, reculez. Reculez, les enfants là, reculez. Pendant que ces équipes affrontent les flammes, à l'intérieur du magasin, dehors, elles coordonnent le renfort d'un second camion et continuent à veiller à la sécurité. Yeso, quand vous rentrez là, mettez la visière. Hein? Vérifiez là-bas. Chaque minute compte, le feu résiste, mais l'équipe garde la maîtrise sous son contrôle. Issue de la seconde 4e promotion des élèves officiers d'active, elle fait partie de ces femmes qui ont choisi d'affronter le danger sans trembler. Pour moi, ce métier, c'est un métier qui a du sens. Être au contact des autres, pouvoir les secourir, pouvoir les assister dans leur détresse. Je pense que c'est aussi ça, la définition de l'amour pour son prochain. Donc je suis vraiment contente d'avoir choisi ce corps. Son engagement ne passe pas inaperçu auprès de ses collègues. Avoir le lieutenant Traoré Rebecca à notre sein, ça nous donne beaucoup plus de courage. Vous voyez tel qu'elle est en train de faire le feu. Et même dans les manœuvres de garde en compagnie, c'est comme ça que ça se passe. Et vous allez voir, avec l'énergie qu'elle met, on va finir avec ce feu en un rien de temps. Après 2 heures d'efforts continus, le feu est maîtrisé. Aucune victime. Mission accomplie. On s'applaudit. Voilà. Ok. Donc on remballe maintenant le matériel. Aujourd'hui, on voit des femmes dompter les flammes. On voit aussi des hommes devenir sages-femmes, éducateurs, soignants. Cette nouvelle génération ne demande pas la permission. Elle transforme l'impossible en réalité. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Leila Richard, fondatrice du cabinet de recrutement Grey Search Africa. Avec elle, Awasila Soumaoro, directrice des soins infirmiers et obstétricaux à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Et Lydia Dogo, coach en développement personnel. Elle a fondé le cabinet Excellence Coaching. Excellence Coaching. Mesdames, merci d'être là. Alors, on vient de voir ce reportage saisissant. On a découvert un homme sage-femme, vous l'appelez maïeuticien, une femme sapeur-pompier. Selon vous, je commence par vous, Leila, est-ce que ces profils détonnent? Certainement les premières fois, quand on les rencontre pour la première fois, et puis après quand on comprend qu'on est en pleine phase de changement et qu'on commence à pousser les lignes des stéréotypes, je pense qu'on s'habitue au fur et à mesure de voir ces nouveaux genres adopter ces nouveaux rôles. Awa, quand je vois, vous êtes bien de cet hôpital, le travail se fait sous votre autorité. L'arrivée de Ignace, comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que vous l'avez recruté? Comment ça s'est passé? Il a postulé, comme les sages-femmes postulent. Il a été reçu en entretien comme tous les autres professionnels de santé et il s'est distingué au cours de cet entretien. On avait à l'époque un besoin de 7 sages-femmes et il a fait partie de ce dernier recrutement. Waouh! Une femme sapeur-pompier aussi, Lydia. Alors, quel regard vous portez sur ce reportage? Alors, le premier regard, c'est de me dire que dans le reportage, elle dit qu'elle s'assume. Oui. Donc, je pense que c'est le premier, atout que je donnerais à toute personne qui voudrait faire quelque chose de différent, de pouvoir assumer le nouveau rôle dans lequel, comme Madame le disait, le stéréotype, ce que la société peut parfois nous mettre comme barrière. Donc ça, j'avoue que c'est quelque chose que je trouve assez impressionnant. On vient de le voir, hein, un homme dans un métier traditionnellement dévolu aux femmes. Vous avez parlé de stéréotype, donc je retiens ce mot. Pourquoi est-ce que certaines professions sont aussi genrées? C'est quoi? C'est par habitude? C'est culturel? Je commence par vous, Awa. C'est une culture, on sait que sage-femme, c'est toujours des femmes. De toute façon, ça s'appelle sage-femme, le métier. Tout à fait, Stéphane. Ouais. Je dirais tout simplement que c'est un contexte historique. La sage-femme ou le maïeuticien, en fait, c'est un métier qui se rapproche de la vie humaine. La maternité, il y a aussi tout un volet de pudeur. À l'époque, on parlait de matrone. À l'époque, on ne parlait pas forcément de sage-femme. À partir du moment où les compétences sont à disponibilité, que la formation
est là et qu'on répond aux besoins de la patiente, je ne vois pas de difficulté à ce qu'on intègre un homme sage-femme appelé encore maïeuticien. Est-ce qu'on a d'autres exemples, Leïla, avec vous, de femmes qui sont dans des métiers qui sont traditionnellement dévolus aux hommes, et pourquoi est-ce que culturellement, en fait, on a fait cette classification? En préparant cette interview, j'ai fait quelques enquêtes auprès de DRH, de clients, et elles me disaient oui, que par exemple dans les métiers d'industrie ou d'agro-industrie, on ne peut plus se limiter simplement à la force masculine, parce que le pays est en croissance, on est autour de 7-8% de croissance, et on a besoin de la femme pour pouvoir pallier à ce besoin de croissance. Et elle me disait que par exemple, elle a énormément de conductrices de lignes, donc ce sont des techniciennes qui gèrent des lignes de production. Vous avez aussi dans la chimie de plus en plus de femmes, dans les mines. Très souvent, ça nous arrive de croiser à la Sotra des femmes conductrices de bus, chose qu'on ne voyait pas encore il y a 10 ans. Ouais. Une phrase de notre sous-lieutenant Ami est dit qu'en tant que femme, on a toujours cette pression de devoir montrer qu'on est à la hauteur. Est-ce que ça continue cette pression lorsque des femmes sont en compétition avec des hommes, de devoir montrer qu'elles sont à la hauteur? Alors, je ne partagerai pas nécessairement la phrase qu'elle vient de dire. Il y en a aussi qui vous parleront du syndrome de l'imposteur, ne pas se sentir à la place du travail ou du métier qu'on est en train d'accomplir. Mais aujourd'hui, si nous avons des compétences, que ce soit des compétences naturelles, des compétences professionnelles, je ne pense pas que ça devrait vraiment, encore une fois, être un blocage et des pensées limitantes que la société peut parfois nous imposer. Est-ce que vous, dans votre processus de croissance, vous avez été, en tant que femme, confrontée à des situations où vous vous dites « il faut absolument que je fasse beaucoup mieux pour mériter le respect et la place qui est la mienne ». Oui, bien sûr. So speaks first. Tous les jours. Oui. Tous les jours. Tous les jours, on essaye d'avoir plus de rigueur, d'aller plus loin, de cacher ce côté féminin qui, on pense dans notre inconscient, peut nous poser des barrières dans nos perspectives de carrière. Et je vais vous donner un exemple assez simple. On le voit ici. Une femme qui accouche et qui prend son congé maternité fait une pause, entre guillemets, dans sa carrière. Donc, je vais vous donner un exemple assez typique ou classique, un commercial. Si la femme est en congé maternité, elle aura son salaire, mais elle n'aura pas son bonus de commercial puisqu'elle sera en congé maternité. Ce manquement, ces 20-30% de manquement à son salaire sur une période de 3 à 4 mois, ça impacte directement son salaire de fin d'année. Vous voyez énormément. Moi, personnellement, je suis un exemple. J'ai jamais pris aucun congé maternité. Vous vous surpassez. On veut montrer qu'on peut tout faire. Et c'est peut-être ça qui vous a poussé à faire ce guide des salaires. C'est votre cabinet, hein, Grace Search Africa. Parlez-nous un peu de ce document, pourquoi c'est important et quelle est l'histoire de ce guide. Je pense que c'est, pour ma part, assez révélateur et ça reprend un peu ce qu'elle disait. Quand on arrive sur un marché, qu'on est entrepreneur et que on essaye de montrer notre valeur et notre expertise, du coup, j'avais le syndrome de l'imposteur, j'avais du mal à pouvoir montrer que j'étais compétente. Du coup, je m'étais dit, plutôt que des mots, on va faire cette étude sur 1 an et on va prouver qu'on est capable de recruter les bons talents, mais surtout qu'on va être capable d'analyser et d'investiguer. Donc, c'est un peu de là qu'est né ça. Awa, une année, on décide de recruter sur les 1000 femmes, à peu près 50 maïeuticiens. Ignace fait partie de ces 50-là. Est-ce que finalement, c'est vraiment une nouvelle profession pour les hommes dans ce métier en Côte d'Ivoire? Tout à fait. Ouais. C'est complètement récent. La première promotion de maïeuticien en Côte d'Ivoire est sortie de l'INFAS, comme il l'a dit, en 2022. Ça fait 3 ans maintenant qu'il est avec nous. Il fait partie de la première promotion. Nous avons des mamans, des parturientes, des patientes qui nous expriment clairement qu'elles souhaiteraient avoir un gynécologue femme ou un gynécologue homme. Donc ça se répercute un petit peu aussi maintenant au niveau paramédical. Nous sommes actuellement en 2025 à 65% de femmes en milieu hospitalier et 35% d'hommes. Je vous pose la question à vous, Lydia Manirakiza-Dogo. Dites-moi, est-ce que vous auriez été à l'aise, vous, avec un maïeuticien? Je crois que
j'avoue, hein, là, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Oui. Je ne sais pas si j'aurais été à l'aise, mais en même temps, je crois qu'il faut rester très ouvert d'esprit et qu'il faut peut-être se baser sur les expériences des autres afin de pouvoir se faire une idée et ne pas fermer complètement la porte sur ce genre de métier. Mais c'est clair que ça demandera du temps avant que nous puissions nous habituer. Tout à fait. Alors, des métiers quand même qui recrutent aujourd'hui ouverts aux jeunes? Alors, pour les métiers qui recrutent, comme je l'ai dit précédemment, on est en pleine croissance, donc ça recrute partout et ça recrute notamment dans les secteurs où la Côte d'Ivoire est en pleine effervescence, donc tous les métiers industriels, l'agro-industrie, tous les métiers de la tech notamment. On parlait de métiers qui étaient plutôt pour des hommes, l'IT, les codeurs, eux, et c'était plutôt des métiers d'hommes. Oui, mais c'est envahi maintenant par les femmes, on en reparlera. Vous avez énormément de programmes, et notamment avec des he for she également. Donc, ça recrute dans la tech énormément, ça recrute beaucoup dans le médical aussi également, et dans les métiers liés au développement personnel ou à l'éducation également. Et vous avez énormément de recrutement dans les métiers de service. D'accord. Alors, je pose une question, je vous demande un commentaire qui va s'appuyer sur ce que vous venez de dire. Dans les métiers de la tech, les femmes sont de plus en plus nombreuses. Ce que vous avez dit également, 65-35 dans le domaine médical, notamment au niveau de l'hôpital mère-enfant où vous êtes. Le ministre ivoirien en charge de la promotion des jeunes disait, à l'occasion d'un plaidoyer, qu'on a vraiment fait la promotion des femmes. Quand il regarde les chiffres, ces chiffres à lui, ce sont les femmes qui sont partout dans les financements, dans les placements et tout ça, et qui faisaient un plaidoyer pour qu'on commence à regarder de plus en plus du côté des hommes pour leur donner. Alors, quel est votre regard? Ça se discute, parce qu'on commençait déjà en retard. Donc, je pense que le gap qu'on avait déjà rattrapé était déjà énorme. Donc, aujourd'hui, qu'on dise que les hommes sont derrière, bon, c'est vrai que ce sont peut-être les statistiques qui le prouvent, mais je me dis que cette avance ne doit pas être de beaucoup. Donc, je reste un tout petit peu perplexe sur cette réponse. Oui. Jeune Afrique a parlé des étoiles montantes de l'économie ivoirienne. Et ce n'était que des hommes. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de travail à faire avant de penser leadership, étoile montante et femmes. Donc, je pense que les femmes sont encore loin et pour des raisons déjà culturelles et d'éducation. Voilà, il y a encore beaucoup de travail. Vous restez avec nous. Merci pour tout, Awasila. Somaoro, on a bien compris comment ça se passe et on a vu aussi la promotion des femmes au sein de l'hôpital mère-enfant. Alors, nous l'avons vu, on peut occuper le poste de son choix, peu importe s'il en est un homme ou une femme. Et dans le reportage que vous allez découvrir maintenant, vous allez voir qu'on peut même changer de métier, réinventer sa vie, en passant, par exemple, de la banque et ses billets à la pisciculture et ses poissons. Éponons à Moicon, une reconversion professionnelle réussie. Ce reportage est signé Yannick Efoumi, Sarah Aizan et Romane Émilie Kofi. Les pieds dans l'eau, ces hommes ne sont pas là pour se baigner, mais pour récolter des poissons. Avec cet épisode, on va lever les géniteurs. On va lever les géniteurs. Il va rester uniquement que les laves. Donc vous voyez. Doucement. Mais le babou à côté. 10 mâles et 30 femelles ont été mis dans ce bassin il y a 14 jours afin de s'accoupler et pondre des œufs. Les œufs pondus deviennent ensuite des larves. Vous voyez, vous regardez ici, vous voyez que les larves sont dessus, sur l'eau. On va les récolter. Ces gestes, Amoicon les répète toutes les 2 semaines dans ces bassins. Il en compte plus de 200 répartis dans sa ferme piscicole, qui produit plus de 40 000 poissons par mois. Une vie qu'il ne se serait pas imaginée il y a 20 ans, alors qu'il était encore cadre dans une banque de la place. Dès mon bas âge, j'aimais le poisson. Me dire que je serais dans l'eau présentement, il faut dire que je ne m'imaginais pas. Mais aujourd'hui, avec la passion, avec l'amour
Et puis avec tout ce qui me rapporte, je n'ai aucun regret par rapport. Si j'avais à refaire, je n'allais même pas hésiter, je n'allais même pas demander la banque. J'allais immédiatement me mettre dans la pisciculture, dans les creuseries. C'est l'histoire d'un ex-cadre de banque reconverti en pisciculteur. Amoakon Eponon a fait du tilapia son nouveau combat. Un destin qui résonne avec un enjeu national. La Côte d'Ivoire consomme chaque année plus de 650 000 tonnes de poissons, mais n'en produit que 7 700, soit à peine 14% de la demande nationale. Le pays veut atteindre 150 000 tonnes d'ici 2026. Pour cela, il compte sur des femmes et des hommes comme Amoakon. Le pisciculteur est en première ligne pour booster la production nationale. À la retraite depuis 2011, Amoakon, l'ex-banquier, utilise ses économies pour construire cette maison, pour y passer ses vieux jours, à quelques kilomètres de sa ferme, située à Abangrou. Cette maison est un accomplissement qui couronne plusieurs autres lauriers glanés au cours de sa vie. Une vie dans laquelle Amoakon se rêvait vétérinaire et qui s'orientera finalement vers des études en banque. Je suis allé faire un tour à Londres et puis c'est à Londres au moins 2 ans pour faire ce que le banquier. Donc j'ai laissé tomber carrément de vétérinaire que je voulais être métier. Et Dieu merci, quand je suis venu en Côte d'Ivoire, je suis tombé sur une banque. De retour en Côte d'Ivoire, il intègre la Chase Manhattan Bank en 1980. 5 ans plus tard, cette banque américaine est rachetée par une banque de la place. Amoakon y occupe le poste de chef des opérations jusqu'en 2011. Mais quelques années avant de prendre sa retraite, notre banquier, passionné par les poissons depuis l'enfance, se voit léguer un étang par son père. Marin de mauvais, il m'a dit, le fils, la terre ne trahit pas. Le poisson aussi ne trahit pas. L'eau aussi ne trahit pas. Tout ce qui te coule de la terre là ne trahit pas. Ce que je viens de te donner, c'est un camp d'héritage. Il faut bien suivre ça. Tu vas prendre ça pour te nourrir et puis nourrir tes frères, que ça va te rapporter. Depuis 2000, j'avais déjà commencé après des états. En 2014, il est rejoint dans cette nouvelle aventure par son fils aîné. Mais ce dernier décède brutalement en 2021. Une perte douloureuse qui l'oblige à poursuivre seul l'entreprise. Rapidement, il obtient une distinction et les résultats se font sentir sur le plan financier. Il réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 30 millions de francs CFA. Ce que je n'ai pas gagné en 30 ans de carrière d'attaque banquier dans mon compte chaque année, je n'ai jamais pu avoir 100 000, 200 000. Mais aujourd'hui, avec un seul étang, avec 2 étangs, avec 3 ventes et creuseries seulement, c'est des millions que j'ai. Des millions réalisés grâce à ces 25 étangs, comprenant plus de 120 000 poissons dont il s'occupe au quotidien. Retour à la ferme Eponon. Après la récolte des larves, la fouille buccale pour s'assurer que les géniteurs n'ont pas gardé d'œufs ni de larves dans la bouche. Et ces œufs, on va les retourner dans la part. Les larves, elles, sont ensuite embarquées pour la peser. Bon, Léon, qui a eu combien? Et 150. 150. Soyez merci, on va arrêter. On va procéder à la peser. Et puis on va peser le reste. Là, donc c'est bon. Envoyez l'épisode. On va peser. Puis, petit épisode. Voilà. L'objectif de cette pesée est de déterminer la quantité de larves récoltées. Bon, nous avons 53 divisé par 0.06. Tu trouves combien? 883. 883 larves. Le pisciculteur n'a pas perdu ses réflexes de banquier.
Et 1 gramme divisé par 150. Et la comptabilité de la banque m'a beaucoup apporté, que je puisse facilement accumuler ça pour maîtriser ce que je suis en train de faire maintenant. Nous avons gagné le compte, tout ce qui est sorti, c'est ça que vous voyez, je suis en train de faire ce brouillon. On va mettre au propre à chaque fin de journée. Tout ce qui sort ici est matérialisé dans un cahier. Chaque appart, chaque état ici a son cahier. Une fois les larves pesées, il faut penser à les nourrir. Notre pisciculteur transmet son savoir-faire à sa jeune équipe. C'est avec l'aliment poudre. 0, 0, 0. C'est ça qui est l'aliment poudre que nous avons préparé avec l'hormone. Chaque passage, on doit leur donner une tuerie, petite tuerie. Ces jeunes apprentis sont issus pour la plupart des villages environnants. Vous prenez chacun un aliment et puis bon, rapidement. L'objectif d'Amoakon, créer des vocations, former de futurs pisciculteurs. Mon gars, vous suivez, oui. Vous voyez comment j'ai pris une cuillère l'aliment et puis on les balance comme ça. On les balance comme ça. On les balance. Les larves sont nourries 8 fois par jour pendant 21 jours à l'aide de cet aliment protéiné destiné à masculiniser leurs hormones. C'est ce qu'on appelle l'inversion hormonale. Car dans l'élevage des tilapias, on cherche à produire des mâles. Ils grandissent plus vite et atteignent une taille plus importante que les femelles, ce qui rend l'élevage plus rentable. Léon, originaire du Bénin, est venu apprendre auprès d'Amoakon et espère un jour lancer son propre élevage. C'est une grande formation que mon papa m'a donnée. Et après, si moi-même, si je suis personnellement, je peux le faire. Parce que moi, j'aime le poisson aussi. Cette activité, moi, je suis sûr que si je suis quitté ici en allant au Bénin, c'est ça que je vais reprendre là-bas. Parce que je vois ce qui est dedans et ça m'intéresse. C'est ça. Amoakon forme gratuitement ces jeunes. On va lever les poissons qu'il faut. On va faire le tamisage rapidement. Bon, allez. Après 21 jours, les poissons mâles sont introduits dans cet étang, puis inspectés afin de voir s'ils ont atteint une taille marchande. Et pour cela, ils utilisent ce tamis. Ceux qui passent, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore à l'âge. On va les pousser encore. Ceux qui ne passent pas, on les met quelque part pour pouvoir les pousser, pour avoir une forme homogène. Quand il va partir chez le client, à peu près, on a la même forme. Ces poissons sont triés 2 fois par mois et regroupés selon leur taille et leur poids pour répondre aux commandes des clients. 2 grammes 15, c'est le poids de ceux-là. Et ceux-là, à partir de maintenant, si on a un client qui appelle, 2,22. Voilà. Si un client appelle, on peut facilement livrer, sans problème, à partir de 2 grammes. Ça, c'est ce qu'on nous recommande. 2 grammes pour 60 francs CFA le poisson, tel que recommandé par l'Union nationale des écloseries professionnelles de Côte d'Ivoire. Chaque mois, la ferme Éponant enregistre entre 5 et 10 clients. La plupart sont des éleveurs comme Rasman. Tu avais passé une commande, oui, la semaine passée, et c'est combien tu as demandé? 1500. 1500. Le prix est entendu 60 francs, mais je ne sais pas si on peut diminuer un peu. Bon, peut-être prochainement, on pourra faire quelque chose pour toi. Ok. Marché conclu. Pour cette commande, le client va débourser 90 000 francs CFA. Mais avant d'emporter la marchandise, il doit en attester la qualité. La taille est bonne. La taille est bonne. La taille est bonne. Oui, c'est très bon. Allons dans l'autre côté là. Dernière étape. Peser, emballer et oxygéner. Avec l'oxygène, ils ont 15 heures de temps à passer. Rasman rachète ses poissons 60 francs l'unité afin de les faire grossir dans ses étangs. Une fois atteint la taille de 500 grammes, il pourra les revendre entre 3 000 et 4 000 francs l'unité. Un business rentable pour ce jeune éleveur. En tout cas, c'est rentable. Ça me fait gagner de l'argent pour avoir me s'occuper de la famille. Par exemple, le quad des enfants, pour s'occuper de leur santé, côté des familles.
Mais le problème, il faut avoir courage pour démarrer. Avec une consommation par habitant estimée à 16 kg par an en moyenne, le poisson est une source de protéines animales primordiale pour les Ivoiriens. Et également une aubaine financière non négligeable qu'Amoakan Eponan a su flairer très tôt. De banquier à pisciculteur, sa reconversion a fait de lui un modèle de réussite. Retour sur le plateau de Made in Africa pour cette deuxième partie de l'émission. J'ai le plaisir d'accueillir Augustin Milan, pisciculteur, directeur général de Poly-Élevage. On est heureux de vous retrouver. Pareil aussi, partagé. Merci beaucoup. Vous aussi, vous êtes en reconversion. C'est par reconversion que vous êtes rentré dans la Effectivement, c'est par reconversion. On en parlera. Question pour vous, Lydia. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce reportage? Alors, j'ai trouvé que c'était un reportage d'un monsieur, d'abord, qui a suivi sa passion. Qui a pris le courage d'entamer une carrière qui n'était pas du tout la sienne. Et je le félicite vraiment, surtout que ça, c'est une success story. Ça montre un petit peu qu'aujourd'hui, on ne fait pas une seule carrière, on en fait plusieurs et que on a un peu changé de nos générations précédentes, de nos grands-pères et de nos parents, où on rentrait dans une entreprise, on montait les échelons et en quelque sorte, on mourait dans cette entreprise. Voilà, on n'aimait pas le changement. Maintenant, les mentalités, les valeurs ont changé. Merci, Leïla. Question pour vous, Lydia. Alors, finalement, qu'est-ce qui fait qu'on s'engage dans une reconversion quand on a été banquier, costume, cravate, et qu'on se retrouve pisciculteur, les pieds dans l'eau? Alors, la première chose, je dirais, c'est le mental. C'est y croire. Je pense que dans le cas du monsieur du reportage, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est le fait qu'il avait une vision bien claire où est-ce qu'il voulait aller. Alors quand vous me demandez qu'est-ce que ça demande du travail, ça demande un accompagnement professionnel si possible, ça demande des études, retourner s'il le faut pour aller apprendre le nouveau métier et ne pas se précipiter à prendre une décision hâtive. Ouais. Parce que ce n'est pas toujours évident d'aller vers une direction qui est celle que le monsieur vient de prendre et qu'à la fin, on ait une belle histoire. Parce qu'il y a beaucoup de termes techniques. Absolument. On parle d'inversion hormonale. En pisciculture, on connaît. Après, on parle d'écloserie. Il faut se former. Effectivement. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Oui, il y a beaucoup de choses à apprendre, vu que la pisciculture, c'est un secteur qui est très large. Voilà, partant de la production jusqu'à la commercialisation, c'est tout un système. Donc, alors, c'est quoi une écloserie? Une écloserie, c'est un centre qui abrite des géniteurs pour pouvoir produire des alevins, ou qui produit des alevins, pour mettre à disposition des pisciculteurs qui vont faire l'activité. Je suis journaliste économique, je suis dans Made in Africa depuis des années. Je me rends compte que j'aurais bien voulu être banquier d'affaires. Donc je veux faire ce pont-là, abandonner le micro et devenir banquier d'affaires. On commence par quoi? J'essaye au départ de comprendre qu'est-ce qui vous motive. Quelle est la finalité de votre changement que vous avez envie de voir? À ce moment-là, on va essayer déjà d'énumérer les différentes options qui existeraient dans le nouveau métier que vous êtes en train de regarder. Parce qu'aller dans la banque, il y a plusieurs types de métiers. Donc, le travail, vraiment, chez nous, c'est beaucoup plus essayer d'aller en profondeur et comprendre un tout petit peu quel est le besoin et l'attente de l'individu par rapport à ce que nous pouvons lui donner. La deuxième chose qu'il faut quand même essayer de comprendre, c'est de comprendre la réalisation de ce qu'on est en train de vouloir. Est-ce que c'est réaliste? On va énumérer encore une fois. C'est vraiment des exercices de profondeur, des exercices où on va essayer de se connaître. Vous allez devoir faire des sacrifices, que ce soit familiaux. Donc, il faut déjà nous assurer que le contexte dans lequel vous habitez ou dans lequel vous êtes, ça vous permet déjà de pouvoir tenir sur un long temps si vous faites ce pas. Donc, il y a vraiment plusieurs étapes qu'il faut tenir compte avant de pouvoir vous engager à faire quelque chose. Et le travail, c'est vous qui le faites en fait. Nous vous prenons par la main et le bon coach va vous poser les bonnes questions qui vont vous permettre vous-même de savoir si vous êtes en train d'aller vers la direction qui vous intéresse ou pas. Augustin, vous-même, vous êtes reconverti? Oui, effectivement. Vous étiez dans quelle direction auparavant? J'étais commercial. Waouh! J'ai souhaité téléphoner de la place. Et voilà, et ma passion pour la pisciculture a pris le dessus. Ça a commencé comment, cette passion? Ça a commencé par déjà que je suis de la région du Sud-Moué. Donc il y a beaucoup de cours d'eau dans notre région. Et tout petit, on allait nager et tout ça. Et notre rêve, c'était de pouvoir élever les poissons qu'on attrapait, qui vivaient pendant le trajet du fleuve à la maison.
Et dans ce contexte-là, étant dans la zone, il y avait certains cadres qui avaient déjà des étangs piscicoles. Et là, on allait se cacher, comme on le dit, pour pêcher là-dedans. Mais notre rêve, notre passion, était de pouvoir un jour avoir ce genre d'infrastructure. Et voilà, ça a payé. Ça a payé. Alors, vous savez peut-être pas, mais il était dans un de nos reportages. Ça a eu beaucoup de succès. Vraiment. Est-ce que depuis lors, vous avez fait des émules, des personnes vous ont suivi, des jeunes ont été formés? C'est quoi votre parcours depuis lors? Déjà, même en 2022, il y a eu le prix d'excellence, le premier prix d'excellence du président de la République en tant que lauréat dans le domaine de meilleur acteur des ressources animales et halieutiques, option écloserie. Wow. Donc après cela aussi, il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont contactés. Il a fallu avoir une équipe dynamique, des personnes qui sont prêtes aussi à affronter ce chemin-là. Fantastique, vous voyez comme elle vous regarde, c'est un cas de reconversion. Il a eu beaucoup de succès, on a été très fiers de le voir à l'occasion du prix d'excellence. Alors concrètement, revenons sur le métier, on en parlait tout à l'heure, la pisciculture. Ceux qui sont engagés dans la pisciculture, parce qu'après l'émission, on a entendu de plus en plus de personnes qui tentent de s'engager, ils se plaignent du coût de l'aliment. Est-ce qu'aujourd'hui, avec votre expérience, est-ce qu'il y a des solutions? C'est quoi les blocages? Okay, merci Stéphane. Il faut dire qu'effectivement, le problème d'aliment est un problème très crucial au niveau de l'aquaculture. Comme vous l'avez constaté, c'est 70% de nos coûts de production. Et pour être compétitif sur un marché qui est déjà très concurrencé, il faut que l'aliment puisse jouer en faveur du coût de production. Et déjà, il faut savoir que la Côte d'Ivoire ne produit pas ses propres aliments. Il y a quelques initiatives privées qui se sont installées, mais ce n'est pas encore le boom qui pourrait profiter à tous les acteurs du secteur. Donc nous importons la majorité de nos aliments. Et depuis, je pense que l'État est en train de travailler là-dessus, le gouvernement, avec l'interprofession, pour voir comment est-ce que nous exonérer de la TVA, qui est quand même une charge importante, 18%, c'est pas petit. Ça fait que vraiment beaucoup de personnes ont du mal à injecter de l'argent pour se lancer dans cette activité-là. Et pour non, le recrutement, il faut des hommes en fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous avez formé, il y a aujourd'hui des ressources humaines capables d'accompagner, par exemple, quelqu'un qui a une ferme et qui aimerait avoir des ressources humaines à côté de lui? Aujourd'hui, les jeunes sont orientés beaucoup vers des secteurs qui paient au jour au jour. C'est-à-dire accepter de se faire former sur une période et aller travailler pour quelqu'un, être payé avant de se lancer son propre business, ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, nous avons un problème de main-d'œuvre qualifiante. Il y a des écoles agricoles professionnelles qui forment les études, mais ce n'est pas suffisant. Parce que le secteur de l'aquaculture demande beaucoup de main-d'œuvre. Voilà. Et aujourd'hui, il faut dire que nous formons aussi à produire l'élevage. Voilà, nous formons et les élèves qui finissent le master, qui finissent le BT dans les grandes écoles, viennent faire leur stage de perfectionnement pour s'orienter. Mais il reste encore beaucoup à employer. Et ça peut absorber beaucoup de jeunes, ça peut créer beaucoup d'emplois. Ouais. Et ça, il faut qu'on le redise, il faut qu'on en parle. Justement, ça peut créer des emplois. Est-ce que vous êtes sollicité, vous, dans le cadre de votre cabinet, pour des métiers dans le secteur agricole, dans le secteur de l'aquaculture? Alors, à date? Oui, à date, dans l'aquaculture, non. Et d'ailleurs, je suis qu'un petit échantillon, mais si je n'ai pas d'offre d'emploi ou de clients qui recherchent, c'est justement, ça montre que le secteur est petit et en difficulté pour recruter. Ouais. Parce que si vos marges sont petites, j'imagine que vous n'avez pas non plus beaucoup de liberté pour recruter à certains niveaux. En revanche, un secteur qui marche depuis maintenant plus de 10 ans, c'est l'agro-industrie. La force du sol ivoirien avec la culture de la banane, on a des entreprises qui sont là depuis des dizaines et dizaines d'années internationales. Vous avez l'ananas, vous avez la mangue, vous avez l'anacarde, vous avez le café, le cacao. Donc oui, effectivement, l'agro-industrie avec toutes ces sociétés de transformation sont présentes et sont de gros pourvoyeurs d'emplois. Lydia Manirakiza Dogo, une question pour vous. Je veux voir comment vous fonctionnez. Hein. Je veux me reconvertir dans la pisciculture. Je suis, prenons le cas des Ponons, banquier. Comment vous faites votre approche? Est-ce que vous avez une approche qui fait que vous devez, par exemple, avoir une liste de contacts de gens dans différents domaines? La plupart du temps, nous, en tant que coach, nous n'avons pas ce genre d'informations. Okay. Alors, la première chose que nous faisons, c'est que nous demandons à l'individu d'aller nous montrer ou d'aller partager avec nous quelles sont les informations qu'elle détient elle-même, qu'est-ce qu'elle comprend. À partir de là, nous pouvons lui suggérer
d'aller justement se former, d'aller comprendre exactement ce qu'on est en train de vouloir accomplir ensemble. Mais dire que nous allons faire le travail à la place de l'individu, non. Malheureusement, nous comptons sur justement la personne qui vient nous voir pour voir un peu le sérieux avec lequel la personne veut vraiment y aller. Vous avez créé Excellence Coaching depuis plusieurs années maintenant. Oui, exactement. Est-ce que votre retour d'expérience peut nous permettre de savoir s'il y a des éléments que vous recommanderiez aujourd'hui pour réussir sa reconversion? Parce que j'imagine que ce n'est pas toujours une réussite. Moi, je crois que la première chose, c'est la formation. La formation, le savoir-faire. Souvent, vraiment, je demande à ce qu'il y ait une humilité de la part de l'individu pour qu'elle comprenne qu'elle a besoin d'être formée. Ça, c'est vraiment le premier conseil. Deuxième conseil, est-ce qu'elle est préparée? Préparée, ça veut dire psychologiquement, parce qu'il y aura des coups durs. Est-ce qu'elle est prête à faire des sacrifices? Est-ce qu'elle est prête à ne pas ouvrir la porte du bonheur et devoir peut-être revenir en arrière, rétropédaler et reprendre le métier d'avant? C'est vrai qu'on a vu des gens qui, l'ont fait, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette success story. Merci Lydia, merci Leïla, merci Augustin. On peut commencer sa vie avec un métier, terminer avec un autre métier. On peut oser travailler dans des secteurs qui ne sont pas traditionnellement reconnus comme des secteurs d'hommes. Quand on est un homme ou de femme, quand on est une femme, on peut migrer d'un secteur à l'autre. Fantastique, merci, vous nous avez donné tellement de précieuses informations. Merci Augustin, j'espère qu'on aura un autre reportage pour voir comment est-ce que vous avez évolué. C'est la fin de ce numéro de Made in Africa. Merci à vous, chers invités, d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, de l'avoir suivi. Dans 15 jours, nous avons rendez-vous pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver notre émission sur notre site internet. Écrivez www.rti.ci ou alors sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux. Made in Africa, c'est pour Facebook. Made in Africa TV, pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphants Africains. Merci aux équipes de la RTI pour la réalisation. Quant à moi, je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI 1. À très bientôt.